et bienvenue dans Certains l'aiment à chaud, l'émission qui profite encore des films à la maison, tant que les cinémas sont fermés. Salut Thierry. Salut. Ça va, tu as fait ta cure de foie gras, c'est bon, tout va bien. Ouais, moi j'ai l'impression que je suis puni un peu, tu vois. Moi je me casse pendant une semaine. Ça parle de films qui ont l'air intéressants, ça fait des blagues de bite pendant un quart d'heure, et quand je reviens, je dois faire des épisodes confinés à la maison. Je suis content d'être là, hein, mais quand même, j'ai l'impression qu'on s'est bien amusé sans moi. Eh ben oui, enfin bon, il faut choisir dans la vie, hein. C'est le foie gras ou les vannes grasses, Thierry. J'aimerais bien avoir les deux, moi. On n'est pas là pour parler foie gras, mais on est là pour parler cinéma, une fois de plus, puisque on a quand même si les cinémas sont fermés, on a quand même de belles offres DVD ou en vidéo en ligne. Et aujourd'hui, parmi la sélection, 3 films complètement différents. Là, je crois qu'on a fait du grand écart sur 3 films, avec Never Rarely, Sometime Always de Elisa Hittman, Cure de Kiyoshi Kurosawa, et une mini-série cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, mais bon, elle est relativement courte, donc on va dire que c'est un film long. Voilà. Fran Lebowitz, Pretend It's a City, et puis c'est réalisé par Martin Scorsese, alors du coup on peut dire que c'est un peu un film. Ouais, enfin bon, Scorsese est quand même un énorme habitué des documentaires. Hein, donc. Oui. On va dire que c'est entre les deux. Avec nous, bien sûr, on n'est pas que tous les deux, hein, même on est à distance, on en profite. Elle vient rompre la malédiction selon laquelle on ne parle de films féministes qu'entre mecs. C'est Léo. Salut Éléonore. Oui, et encore j'ai failli ne pas être là, donc ouais, la malédiction a failli ne pas être brisée. C'est quand même, faut dire qu'on est maudit, parce que on rappelle quand même, on a vu Scandale, Harley Quinn, Les Baronnes, enfin des trucs, des films avec des femmes fortes quand même, et chaque fois, les filles de l'équipe ont eu un empêchement, ont pas pu la dernière minute, se sont déprogrammées. Ouais. Femme forte, ça veut pas forcément dire féministe, hein, on va se calmer 2 minutes. Non, mais il y avait quand même un sacré discours derrière, il y avait quelque chose qui était mis en la réflexion, non, en effet, même les films, quand on y réfléchit bien, et pour avoir après décortiqué tout ça, ne l'était pas tant que ça, mais c'est vrai que ça aurait été intéressant, justement, d'avoir quelqu'un plus concerné pour nous reprendre aussi sur ça. Mais si on suit la logique et qu'on dit que c'est la météo qui a failli faire que tu n'étais pas là, donc c'est Monsieur Météo, et Monsieur Météo c'est Carlos, et c'est clairement pas l'ami des féministes. Donc oui, il y a bel et bien une malédiction sur l'émission. La neige est quand même tombée pour t'empêcher de venir quand même. Ouais. Mais on est plus fort que ça, bien sûr. Avec nous, lui, il adore rester 3h30 dans un canapé à voir des gens parler. C'est Ellie. Salut Ellie. Salut. Et je suis à côté de Thierry pour l'enregistrement en plus. Donc je peux l'emmerder s'il dit des bêtises, c'est assez pratique. Ah, c'est ça, oui. Donc en fait, oui, tu adores passer ton après-midi à écouter les vieux parler et radoter, quoi. Exactement. Voilà, mais alors par contre, je précise, ce n'est pas moi qui l'introduis. Je veux pas savoir. Vous faites vos trucs entre je ne veux pas savoir. Après ce petit débat, on a déjà débordé. C'est bien, on n'a même pas parlé des films. C'est bien. Autant commencer directement sur la sélection de la semaine. Autumn? Who came with you today? My cousin. This is the most magical sound you will ever hear. I'm just not ready to be a mom. Where else could you go? Nowhere in Pennsylvania. I think you should try another place. Never, Rarely, Sometime, Always, que je prononce toujours super mal, mais à la limite on s'en fout. Jamais, parfois, souvent, ou tout le temps, de Elisa Hittman, avec Sydney Flanagan et Talia Ryder. L'histoire de 2 adolescentes, Autumn et sa cousine Skylar, qui partent pour New York car Autumn est enceinte et elle veut se faire avorter. Hélas, dans leur zone rurale, elles n'ont aucun soutien et elles ne peuvent compter que sur elles-mêmes pour pouvoir y arriver. Donc elles vont à New York afin de pouvoir réaliser cet avortement. Et le chemin est semé d'embûches. C'est le moins qu'on puisse dire. J'allais demander initialement si c'était l'histoire d'une fille dans un champ qui enlève les feuilles d'une pâquerette en demandant s'il l'aime un peu beaucoup passionnément à la folie. Parce que je me dis, si ça durait ça pendant 1h40, ça aurait beaucoup plu à Ellie. Ouais, ça aurait été un bon film de Jacques Rivette, ça. Ça, ouais, peut-être. Mais alors, oui, c'est aussi le nom. Alors, le nom est tiré d'une des séquences fortes du film, mais vous nous en direz peut-être plus. Où, une fois arrivée à la clinique pour l'avortement, on l'interroge, hein, elle est questionnée. Et donc, c'est un questionnaire QCM et on lui
Elle a le choix entre ces 4 réponses sur sa vie sexuelle, sa vie intime, ses rapports avec son copain, etc., etc. Un film qui ne laisse pas indemne. Donc ça y est, j'ai donné ça y est, ça c'est la phrase bateau est lancée. Donc débrouillez-vous pour en trouver une autre. Qui veut débuter sur ce film ? C'est horrible la distance parce que tu sais jamais qui veut débuter. Je t'en prie. Éléonore ? Oui, alors Never Really, Sometimes Always. Je le dis pas tellement mieux que toi. Oui, c'est un film que j'ai trouvé vraiment plutôt bien. La caméra est très proche de cette jeune Autumn et filme vraiment tout ce qu'elle peut ressentir, enfin très à fleur de peau. On est tout le temps en gros plan sur ce personnage qui vit quelque chose d'assez particulier, qui en plus est aidé par une bande son qui est très éthérée et qui est très lente et qui du coup prend le temps, et on est dans cette espèce de moment tranche de vie très particulier et très magnétique et ça c'est très agréable. Par contre j'aurais un petit défaut, mais ça je sais que d'autres vont en parler plus, c'est que on comprend que le personnage se sent se sent dans un milieu hostile lié du coup aux hommes, et il y a le fait que du coup elle n'a pas sa place dans l'espace public et qu'elle se sent du coup toujours à côté de la plaque, sauf qu'au lieu de se concentrer un petit peu sur 2 personnages qui seraient importants dans la narration de l'histoire et dans l'évolution de son histoire à elle, le film rajoute plein de mini extraits où on voit que les grosso modo tous les hommes sont mauvais, et c'est un petit peu dommage parce que ça désamorce certaines scènes qui pourraient être beaucoup plus fortes. Il y a un petit peu, on rajoute un tout petit extrait agression au travail, mais sans s'arrêter plus que ça dessus. On a un petit extrait agression dans le métro, mais pas tellement plus non plus. Et c'est dommage parce que autant en faire réellement des sujets de film et s'arrêter clairement dessus plutôt que de les mettre en mode accumulation de moments qui ont assez peu de sens sur 3 jours finalement. Mais après, ceci dit, c'était vraiment juste un tout petit défaut parce que le reste est vraiment exceptionnel. Les 2 actrices sont incroyables, elles ont des visages expressifs vraiment géniaux, et toute la photographie qui est très douce comme ça est superbe, quoi. Allô ? Merci Léo. Ouais, on a eu une ça. petite coupure au milieu quand t'as parlé des plans serrés, puis ça a repris quand tu parlais de la musique, hein, mais après sinon le reste ça allait à peu près. On a eu désolé, je pense que ça va être comme ça tout le temps, parce que dès qu'il neige, c'est un peu l'enfer. Bon, ça va, on a quand même entendu le gros de ce que tu disais, heureusement. Voilà, on a eu le gros du message, l'essentiel est là. Thierry et Ellie, c'est dur, je ne vois pas Ellie, je ne vois pas le nom d'Ellie, donc je ne sais pas s'il est là, en fait je suis troublé. Son esprit est là parmi nous. Je suis toujours en vie, hein. T'inquiète pas, ça. Il m'a pas encore tué. Il pourrait me défenestrer, on le rappelle, hein, c'est toujours la menace qui pèse. Si t'es pas d'accord avec lui sur le film. Exactement, mais non, mais là ça va, je suis encore là. Mais je vais laisser Thierry commencer. Alors moi je vais rejoindre un petit peu Léo, et après, alors pas forcément être éloigné sur certains ressentis, mais il y a des choses que j'ai pas ressenties comme telles, mais c'est pas mais au final quand c'est expliqué comme ça, je trouve que ça rejoint un ressenti général. Donc je vais essayer d'être plus clair dans ma pensée. Moi j'ai beaucoup aimé le film m'a énormément touché, ça m'a vraiment beaucoup plu. En même temps ça reste quand même dans des sujets qui en général m'atteignent assez facilement et m'impliquent assez facilement, donc du coup on va dire que je suis un public qui est assez ciblé par rapport à ce que le film essaye de dénoncer, essaye de dire. Et j'ai beaucoup aimé cette espèce de fuite, ces 2 filles qui essayent de sortir Autumn de cette situation dégueulasse qui, voilà, une grossesse non désirée, et elle est jeune, il faut pas en parler à sa famille, il faut pas en parler à ses proches, elle sait pertinemment que pas grand monde va l'écouter, elle veut pas en parler non plus à son copain. Bon, on sait évidemment pourquoi après dans la fameuse scène dont tu parlais avant. Et voilà, donc moi dès le début, voilà, le film est assez révoltant quand on la voit aller au planning familial, et ensuite on la voit du coup aller dans des cliniques pour juste voir une échographie, pour voir des choses, et on a cette espèce de médecin qui va lui faire, qui lui fait l'échographie et qui lui dit regardez, vous entendez ça, c'est la plus belle chose que vous entendrez de votre vie. Et ça, déjà dès là j'étais révolté, et ça c'est quelque chose qu'on sait, et cette espèce de pression que mettent aussi les gens sous les épaules d'une jeune femme qui en plus a déjà déclaré qu'elle n'était pas du tout en volonté d'avoir cet enfant, des personnes qui lui disent clairement mais regarde, c'est beau, et voilà, donc il y a toute cette espèce de système autour d'elle qui font tout pour la décourager d'une décision qu'elle a déjà prise, et je trouve ça horrible, et du coup à partir de là moi j'étais totalement pris dedans, et cette espèce de trouver une solution
pour elle qui est juste une solution de vie pour une jeune femme qui a envie de continuer tranquillement son existence et de pas être emmerdée par tout ça. Alors après, pour ce qui est justement de ces situations, Léo, que tu citais comme un peu trop anecdotiques en fait, eh ben elles le sont tellement que moi, elles m'ont pas marqué, dans le sens où elles m'ont pas choqué, mais je les ai pas relevées en fait. Donc au début, c'est pour ça, parce que Ellie m'en a parlé un peu vite fait off en me disant il y a quand même un truc avec dès qu'elle croise un mec, ça se passe mal et c'est un peu chiant aussi à force. Et sauf que, enfin parce que c'est à peine relevé, et du coup moi j'étais là en mode il y a vraiment ça, parce que moi je me souviens d'une situation à la fin qui devient très dangereuse et qui m'a dérangé parce que le film appuie beaucoup dessus, mais le reste du temps, vraiment, j'ai pas fait attention à ça m'est vite sorti de là. Et du coup, bah, c'est sûrement parce que c'est pas assez appuyé. Et il y a aussi un autre truc qui est assez intéressant, c'est qu'en effet, moi par contre, du coup, à partir de là, j'avais même pas réalisé, enfin on réalise parce qu'ils le disent au fur et à mesure, mais que ça se passe sur aussi peu de temps. Parce que c'est vrai qu'il se passe quand même beaucoup de choses en 3 jours, et peut-être un petit peu trop, ce qui du coup, pour pouvoir caser trop de choses, retire un peu de réalisme à tout ça. Mais au-delà de ça, j'ai trouvé le film très poignant, oui, en effet, les actrices, je les ai trouvées fantastiques. J'ai trouvé que le sujet était quand même assez pertinent et très bien pensé, donc autant sur les situations des jeunes mères, autant que sur les relations toxiques avec justement le gars qui va harceler sa copine et qui va la forcer à faire plein de choses et à la voir alors que clairement elle en a pas envie, mais qu'elle n'ose pas lui dire grand chose et que elle le voit comme une échappatoire, elle sait pas quoi faire. Enfin, il y a cette espèce de gars qui a conscience qu'il peut être dans une relation dépendante et qui en profite, quoi. C'est plus compliqué ce qui se passe à la fin, c'est pas le mec qui la harcèle en tant que tel. Non, mais enfin, je veux dire, au début, ça prend après une tournure plus malsaine, quoi. Oui, mais parce que du coup, elle est obligée de le faire pour avoir de l'argent. Oui, non, bien sûr. Oui, non, justement, c'est pour ça. Mais au début, ça parle de harcèlement parce que dès le début, le gars. C'est pour ça que cette situation est assez intéressante dans le sens où le mec, il profite d'un système, mais à la base, il est pas en train de la harceler. Non, bien sûr. Bah après, alors moi j'ai trouvé ça un peu oppressant dès le début, dès qu'il insiste pour lui donner son numéro, qu'il prend quand même son téléphone pour lui mettre dedans. Enfin, tu vois, sans elle sait pas trop quoi faire, quoi, en fait. Enfin, moi, je l'ai vachement vu comme ça, quoi, après. En fait, je trouve malin parce que la caméra annonce ce qui va se passer après, mais en fait, au début, leur discussion dans le bus, elle est très anodine, et la fille, je pense que le mec lui plaît plutôt, et qu'il dit, bah, pourquoi pas échanger nos numéros, et elle a pas l'air spécialement... Ah ouais, moi j'étais très gêné, mais sinon, c'est peut-être la situation qui m'a gêné plus que ça. Sinon, elle lui aurait dit non, ou elle lui aurait donné un autre numéro. Enfin, on a tout fait ça de toute façon. Bah, donc, je l'ai vu comme un gros forceur. Elle s'est retrouvée dans une situation où oui, mais justement, la caméra, et elle annonce ça, alors qu'au début, c'est même pas tout à fait ça. Donc c'est ça qui est très bizarre, et c'est la situation qui fait ça. Du coup, c'est hyper bizarre et hyper bien pensé. Ouais. Enfin, en tout cas, voilà, en effet, comme tu le dis, oui, donc du coup, oui, cette situation devient de plus en plus gênante jusqu'à un moment fatidique, en effet, où elle est obligée de faire des choses pour de l'argent, ce qui devient horrible. Enfin, après, à partir du moment où elle part et qu'elle le rejoint, on sait pertinemment ce qui va se passer. Et c'est affreux, et je trouve ça assez intéressant, justement, d'avoir mis ces deux récits en parallèle, parce que elle, qui du coup est censée être le rock, on va dire, de sa pote et l'accompagner pour faire tout ça, devient aussi victime, justement, de quelque chose, et qu'on montre que justement les oppressions elles sont un peu partout et qu'elles visent aussi beaucoup trop de monde. Voilà, en tout cas le film m'a beaucoup touché pour ça. J'ai trouvé ça à la fois plaisant à regarder dans le sens où j'ai beaucoup apprécié le moment, c'était très intéressant, mais c'était très pénible aussi parce que c'était un message fort et qui moi m'a beaucoup retourné. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Ellie? Oui, alors moi je suis un peu plus mitigé du coup sur le film, que je trouve qu'il a de réelles qualités. Notamment, je trouve que sur le plan de la réalisation, c'est assez soigné et intéressant. Tout ce qu'ont dit déjà Éléonore et Thierry, notamment cette mise en scène assez rapprochée des visages pour vraiment jouer sur les réactions de Sydney Flanagan, qui est vraiment très très bien dans le film. Elle fait une grosse performance. Ça marche très très bien. J'aime beaucoup le parti pris esthétique de la pellicule, notamment donc pour l'aspect urbain, car en fait, comme le film justement est basé notamment sur cette idée d'oppression, en filmant la ville. Comme ça, en plus, souvent dans un contexte souvent de nuit, avec ce grain de la pellicule, ça rappelle un petit peu ces films urbains des années 70 à la Scorsese, qui montraient déjà une ville un peu poisseuse, comme ça, où on se sent pas à l'aise. Et voilà, noyer ces deux jeunes filles dans cet univers-là renforce ce sentiment d'inquiétude qu'on peut avoir pour elles deux. Après, voilà, moi, ce qui me dérange un peu plus, c'est un peu ce que Éléonore a évoqué. Voilà, c'est ces pistes un peu lancées sur le comportement des hommes qui, en fait, tel que c'est utilisé dans le film, c'est vraiment ces petites pointes où on voit plusieurs hommes se comporter comme des connards, en fait, clairement, vis-à-vis des deux jeunes filles. Sans les exploiter plus que ça, ça fait un peu une espèce ça fait un peu des tacles un petit peu gratuits qui
qui desservent qui ont du sens dans l'idée que le film veut montrer justement cette idée d'oppression systémique et des hommes qui mettent mal ces jeunes filles. Mais du coup, ça dessert complètement la subtilité qu'a le film, qui est beaucoup quand même basé sur les non-dits. Et en même temps, si on avait par exemple que la relation avec le beau-père qui semble déjà très très compliquée et le personnage masculin qui les suit dans la ville à partir du bus, qui pour le coup est très complexe et très intéressante, cette relation, comment elle se développe, etc. Et moi je suis plus pour le coup comme Éléonore, hein, dans la manière dont je l'ai ressenti, je trouve que c'est très très bien amené et qu'au début il y a vraiment une ambiguïté, on sent pas vraiment un forceur, mais plutôt il y a vraiment une espèce d'ambivalence qui est créée à la fois par le comportement des protagonistes et la manière dont c'est mis en scène. Et ça c'est super intéressant, mais ce qui peut induire en erreur, je pense aussi, et peut-être inconsciemment, même si c'est ce qui arrive à Thierry, c'est le fait que même si t'as pas relevé forcément les scènes dont on a parlé avec Éléonore, peut-être que ton cerveau était tellement habitué à voir les hommes comme dans le film comme étant directement nocifs pour les deux personnages féminins, t'es directement rangé le mec aussi dans la catégorie du forceur, parce que on va dire que par effet d'accumulation, forcément tous les hommes le sont nécessairement, même si de prime abord le mec ne fait rien de concrètement mauvais, en fait. Il demande juste un numéro de téléphone et qu'il y a une espèce de discussion et un petit jeu de séduction qui se lance. Donc voilà, j'ai ce reproche-là, et aussi peut-être l'apparence un peu trop film de festival américain aussi, moi, par moment, dans la structure, il y a la scène de chant karaoké, un truc un peu cliché comme ça, qui accumule à la structure que je trouve assez classique et prévisible, et qui font que je me suis pas forcément senti très, ça m'a un peu atténué mon investissement, on va dire, dans le film. C'était un peu, je trouvais ça un peu, j'étais pas à fond dedans, ça m'a un peu fait décrocher par moment, mais cela mis de côté, je trouve quand même que le sujet, qui est assez fort, est assez bien traité à bien des égards, et le film vaut le détour, ne serait-ce que pour la très très grande performance de Sydney Flanagan. Voilà. Oui, la jeune actrice, l'actrice principale, oui, celle qui joue Automne, l'actrice principale. Écoutez, oui, moi je vous rejoins sur le film, je trouve qu'il est très très beau, il est très fin et très subtil. Après, oui, c'est vrai que, parce que il n'y a pas un seul homme qui soit pas négatif, en fait, dans ce portrait-là. Dès qu'on va rencontrer un homme, il va y avoir un truc à un moment, que ça soit les ados, les abrutis dans le public qui la traitent de salope au début du film, que ça soit le beau-père qui n'a rien à foutre, le patron du supermarché, le mec qu'on voit dans la vidéo, l'avortement c'est génial, ne te fais pas avorter. Il n'y a pas un seul allié masculin dans tout le film, effectivement, et c'est vrai que c'est assez troublant, mais même il y a un sentiment d'oppression, mais il n'y a pas que ça aussi. C'est vrai qu'il y a aussi, on sent un isolement de ces deux filles, parce que même quand elles vont trouver de l'aide, et du coup là c'est plus général, c'est pas seulement masculin-féminin, je pense que c'est plus le côté systémique, là on peut y revenir, où dès qu'elles arrivent dans un endroit qui semble être un lieu allié, entre guillemets, dans la clinique où elles vont se faire avorter, là où elles sont encadrées, il y a des gens qui les reçoivent, des femmes qui les reçoivent pour comment est-ce qu'on va payer ça financièrement, comment est-ce que ça va se passer, est-ce qu'elle a besoin d'aide, le fameux questionnaire, la scène du questionnaire. Donc on l'a pas décrit tant que ça, on l'a juste survolé, mais c'est une scène face cam où c'est une assistante sociale, pendant qu'on prépare l'intervention, va lui poser des questions sur sa vie, et là elle prend conscience face cam de la situation dans laquelle elle est, et là effectivement c'est là qu'on voit toute la force de ce plan fixe, et tout le talent de Sydney Flanagan dans cette scène-là, qui est expliqué, parce que elle prend conscience de ça, et même quelqu'un qui veut l'aider, comme ça la met face à la réalité, et puis elle est dans une situation difficile, elle refuse des aides, parce que elle sait pas si ça sera vraiment de l'aide ou pas. Et c'est vrai qu'on a ce sentiment d'isolement qui est porté grâce à cette actrice et grâce à cette caméra, qui sont assez formidables. Donc le sujet, ne serait-ce que le périple en lui-même pour aller se faire avorter, c'est déjà un sujet en soi. Et c'était peut-être pas la peine d'en rajouter systématiquement, même si ça fait partie de la couleur du film. J'aurais du mal à condamner ça, même si je trouve ça un peu lourd à la langue, parce que je pense que c'est un parti pris sur le message. Mais la scène dont tu parles, elle est vraiment formidable, par contre. Oui. La scène clé du film, et ça, et une scène vers la fin qui implique les deux amis, les deux personnages féminins et le mec en question. J'ai pas envie de la révéler, car c'est un moment assez fort émotionnellement. Pour le coup, c'est vraiment les deux moments où, voilà, même moi qui n'ai pas forcément trop adhéré, qui suis rentré dedans, je trouvais ça émotionnellement très très prenant, car là on a vraiment deux moments de pureté cinématographique. C'est très 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 fort la manière dont c'est filmé, et ça rend parfaitement ce que la réalisatrice veut montrer, en fait.
Ouais, je suis assez d'accord. Mais c'est vrai qu'en plus de ça, ça répond à certaines questions, voilà, qui sont genre, bah, une grossesse non désirée, ça peut aussi pas forcément venir d'un accident, quoi. Et la prise de conscience qu'il existe aussi une relation forcée, une relation ultra horrible avec son mec, et qu'il faut qu'elle se détache en plus de ça, ça lui rajoute de la charge mentale de fou, quoi. Je veux dire, enfin, déjà d'avoir un énorme fardeau comme un enfant, un embryon dont se séparer, et ça en plus, c'est beaucoup. Enfin voilà. C'est en tout cas ouais, c'est vrai que c'est cette scène-là, enfin déjà dans un film qui, en tout cas, je trouve est assez dense et était assez acculateur, ça rajoute beaucoup de force, mais c'est pas forcément dérangeant. En même temps, c'est assez nécessaire d'aller jusque là. Mais moi, c'est vrai que ça m'a encore plus plombé. J'étais pas bien. Surtout qu'on sait pas si c'est son copain déjà de 1, et surtout elle comprend qu'elle a été violée, quoi. Enfin, pour pas mâcher les mots, c'est un petit peu C'est ce ça. qui est dit, quoi. Oui, et puis là où c'est terrible dans le fameux Never Early, fait le questionnaire sur la fréquence, c'est que voilà, c'est quand tu dis au départ est-ce que vous avez des rapports protégés, elle dit oui, puis dès qu'on commence à aller, souvent, parfois, c'est plus parfois, et qu'en fait, c'est pas trop une question de choix, quoi. Et ouais, ça, il y a beaucoup de choses qui ressortent sur ce questionnaire, c'est assez terrible. C'était une belle sélection, un film qui est sorti l'an dernier, en 2020, en août 2020, et qui est sorti en DVD en décembre dernier. Parce que toi, Ellie, tu l'avais vu en salle, non? Oui, moi je l'avais joué, j'ai parlé à partir de souvenirs essentiellement aussi. Hein. Moi je l'avais vu en salle à sa sortie, et bon, peut-être qu'il y a des trucs qui me sont pas revenus, peut-être que si je le revoyais aujourd'hui, mon regard changerait un peu, mais non, je suis content qu'on ait pu en parler, parce que je pense quand même que même si on l'avait raté à l'époque à la sortie, enfin moi je l'avais vu mais tout seul, et c'est un film qui mérite d'être un peu mis en avant et qu'on en parle, ne serait-ce que pour son sujet fort et son traitement. C'est un film qui a eu l'Ours d'Argent en 2020 aussi à la Berlinale. Hein. C'est pas mal. Voilà, on parlait de films de festival, on y est. Ah bah, ouais, c'est bon. Je pense qu'on est bon sur Never Early Sometime Always. On peut passer au film suivant. Yes. Alors là, franchement, pour faire une transition avec le film suivant, ça va être compliqué. Voilà. Va y avoir du sang aussi. Non. Si, ça se passe dans le médical. Ça se passe dans le médical On reste à aussi. l'hôpital. Effectivement, ouais, j'ai un autre truc. Bon, transition très compliquée pour le film suivant. Autant envoyer tout de suite la bande-annonce. Je pense que c'est mieux. Attention les oreilles. Yasukaさん、こういう傷口、今までにご覧になったことありますか？単に人を殺すだけならここまでやる必要はないでしょうから。犯罪はいつも特別な意味があるように見える。大体無意味だ。Un mixage à faire pleurer les oreilles pour cette... Ça va, vous êtes encore là? Vous avez gardé votre ouïe? Ça va. Je l'ai pas mis à fond parce que la première fois, moi, ça m'a... Grand écart auditif. Cure de Kiyoshi Kurosawa, sorti en 99, film policier, polar japonais, hypnotique, si je puis dire, sur une enquête assez troublante qui laisse l'enquêteur Takabe perplexe, puisque on retrouve des victimes mortes avec une croix gravée dans le cou, mais à chaque fois, on trouve un meurtrier différent qui a oublié la scène, qui ne sait plus trop ce qu'il a fait. Un vagabond semble être au milieu de tout cela, mais quel est son rôle dans cette histoire? Mystère. Un film troublant, un film énigmatique, mais en même temps pour un polar c'est peut-être mieux, non? Pour mener l'enquête. Je me tourne vers les meilleurs inspecteurs du podcast. Ellie, qu'est-ce que t'as pensé de Cure, de Kiyoshi Kurosawa? Alors, donc moi, c'était une totale découverte pour moi, à la fois du film, mais aussi du cinéma de Kiyoshi Kurosawa en général. C'est un réalisateur qui m'intéressait depuis longtemps, mais j'avais jamais eu l'occasion de me frotter à lui. Et je dois avouer avoir beaucoup aimé, franchement. J'étais assez sur le derrière, comme on dit, sur le popotin. Et en fait, je trouve ça fort parce qu'il y a un vrai travail d'ambiance créé par Kiyoshi Kurosawa, et qui passe notamment par la gestion du cadre avec beaucoup de plans lointains, etc. Il y a vraiment... En fait, le film est axé autour de la présence du mal, et fait ça, mais de manière assez brillante, je trouve, parce que tout le long du film, en fait, on se demande quand le mal peut survenir, et en fait, ça peut être à peu près tout le temps.
Et tout ça va notamment passer donc par la relation de l'enquêteur avec si on peut l'appeler comme ça. Ah mince, c'est un peu spoil pour le coup. Avec le vagabond. Voilà. Attends, je vais changer. Donc, et tout ça passe notamment par la relation entre l'enquêteur et le vagabond. Ces scènes pendant lesquelles, en fait, la tension est gérée d'une main de maître à travers des plans séquences où tout passe dans la gestion de l'espace et du mouvement des personnages. Les rapports de force évoluent en permanence et je trouvais ça mais complètement déstabilisant. Et moi, je suis rarement mis mal par des films, mais là, je me sentais vraiment un peu oppressé par moments. Je trouvais que vraiment ça marchait, quelque chose fonctionne. Et même et c'est un film pour moi, on peut faire un peu le parallèle avec un autre film comme Seven, mais avec où là il y a un parti pris complètement différent, où dès le début les enjeux sont posés et on sait à qui on a affaire, contrairement à Seven qui est basé sur un retournement de situation. Et en fait, je trouve que dans le schéma choisi par Kiyoshi Kurosawa, en fait c'est presque encore pire en fait, comme pour nous faire comprendre à quel point le mal existe et peut vraiment rendre fou et détruire. Et je trouvais ça assez bon. En plus, il y a un design sonore à tomber par terre, un jeu sur la photographie avec un grain très très marqué. Alors, franchement, je suis très très admiratif du film. Ça m'a beaucoup plu. Waouh, tu m'étonnes qu'il t'ait plu, puisque c'est un film qu'on a tiré de la sélection du mois de la Cinétech, puisque c'est une thématique police. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a choisi, et c'est un film d'ailleurs recommandé par Bong Joon-ho. Voilà, rien que ça. Rien que ça. Pour vous dire un peu rien que là. Et puis c'est un des réals préférés de Thierry, donc je donne la parole à Thierry. Alors, Kiyoshi Kurosawa est en effet un de mes réalisateurs préférés. D'ailleurs, c'était le premier film que je voyais de lui. Ah bon. Ah. Tu confonds avec Akira Kurosawa, je pense. Non, je disais Bong Joon-ho, mais si tu n'aimes pas Bong Joon-ho, tant pis, je me suis trompé. C'est vrai que tu préfères Antoniente, ça, je sais, ça, tu nous l'as dit. Ah oui, Antoniente. Tu voulais programmer 100% bio, on a tous refusé, mais non, tu as fait presque. Je voulais faire un nouveau jeu à boire devant 100% bio, vous avez juste refusé le jeu à boire. Du coup, j'ai dit, tant qu'à faire, autant ne pas mater le film. Ouais, parce qu'à jeune, c'est difficile, je confirme. À jeune, ça a l'air très compliqué, ouais. Non, mais j'étais parti sur Kurosawa, j'ai jamais vu de film de ce... Non, Bong Joon-ho. Alors, ça m'agace par contre parce que maintenant on parle de réalisateur préféré. Kiyoshi Kurosawa est quelqu'un qui m'intéresse énormément, mais ce film-là m'a pas mal rebuté. Ah. Alors moi j'avoue que les Cure, je suis pas non plus immensément fan. Bah tu vois, quitte à ce que tu les cites, je préfère The Police en effet. Même si bon, Robert Smith a beaucoup de mérite. Et je vais parler du film plutôt que du groupe parce que là, j'ai hésité à lancer un sample des Cure, tout ça. Mais... Voilà. Non, en fait ouais, tu vois. Ah mais si. Oh. Si. Non, ça va me faire penser à été 85 ça. Ou alors les musiques sont plus regardantes sur les droits que les bandes annonces. Donc je vais éviter. D'ailleurs, il y a presque pas de musique dans le film. Quasiment pas, ouais. Ouais, quasiment pas, ouais. J'ai eu, du coup, alors je sais pas, peut-être que c'est par le manque de musique, non, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je suis pas du tout rentré dedans. Et ça m'a énervé, mais à un point tel que, moi je l'ai regardé avec mon cher colocataire, et à chaque fois on se regardait en mode, alors du coup, ouais, et on se rappelait de temps en temps, toutes les 10 minutes, on disait, donc ça parle de ça, il se passe ça, et on aimait bien ce qui se passait, on disait, c'est génial ce qui se passe, c'est super chouette, le scénario est bon, sur le papier c'est génial, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se mettre dedans? Et ça a duré, ça pendant tout le métrage. J'ai pas du tout réussi à rentrer dans cette ambiance, malgré le fait que justement j'apprécie beaucoup, comme le disait Ellie, le fait qu'on est face au mal absolu dans le sens où la personne est devant nous, on sait ce qu'elle fait, on sait presque comment elle le fait, il suffit juste de réussir à le prouver et c'est ça le plus compliqué, mais il y a aucun doute là-dessus et la personne l'assume plus ou moins sans l'assumer. Et c'est assez intéressant d'avoir justement ce portrait-là d'une personne qui te regarde, qui fait ouais c'est moi, tu vas faire quoi? Et d'axer tout un film là-dessus, de réussir à créer toute une enquête policière autour de ça, je trouve ça passionnant. Mais pourtant, il y a quelque chose dans le traitement, il y a quelque chose dans la narration qui m'a pas du tout, qui a pas du tout réussi à me happer. Alors, ça me donne quand même envie d'en mater d'autres de Kiyoshi Kurosawa et notamment d'autres films d'enquête qu'il a pu faire, histoire de voir s'il traite ça toujours de la même manière et si, peut-être en acquérant certains de ses codes, j'arriverai à réapprécier celui-là. Mais là, je suis resté assez pantois. Éléonore ? Pantois, pardon. Oui, moi j'ai beaucoup aimé. Alors moi pour le coup, c'est le 4e de Kurosawa que je regarde, donc je savais à peu près dans quoi je rentrais. Donc le style m'a pas perturbé plus que ça. J'avais beaucoup aimé Creepy, beaucoup moins le secret de la chambre noire, pardon. Et donc pour celui-ci,
J'ai beaucoup aimé le style, j'ai aimé le travail sur la moiteur, la lenteur, certaines scènes qui sont à la limite de l'onirisme avec un travail sur les couleurs qui est exceptionnel, et le fait qu'il y a une vraie économie de la musique, mais par contre un habillage sonore exceptionnel. Par contre, je suis pas sûre, j'ai envie de le revoir, je crois que je l'ai mal regardé, je suis pas trop sûre d'avoir compris ce qu'il a voulu dire. Il y a bien sûr un travail sur la folie, il y a une espèce de travail sur le côté aléatoire, sûrement un lien avec la ville, parce qu'on voit un Tokyo qui est quand même très déshabité, on va dire, enfin qui est assez vide. Et donc ça m'a laissé un petit peu, un petit peu sur ma faim quelque part, et du coup j'ai envie de le revoir d'ici très peu de temps, juste pour voir mieux l'appréhender et mieux le comprendre. Je pense que, enfin ouais, je vois ce que tu veux dire, Éléonore. C'est vrai que j'étais un peu déconcerté aussi à la fin. En fait, après j'ai un peu réfléchi et je vois, enfin, ce que tu dis est assez vrai, genre par rapport à la ville, et je pense que le contexte est super important. Enfin, vu qu'il place ça d'un côté urbain, il y a vraiment une espèce d'enfermement des personnages dans ces espèces de blocs de béton en permanence. Et je pense que le film, au-delà de parler du mal, parle aussi du côté un peu de la société qui se déshumanise de plus en plus dans un tel contexte. Et à travers l'opposition entre le flic et l'autre personnage, on a vraiment tout un questionnement aussi, je pense, sur le vide. Genre le vide métaphysique un peu, tu vois. Et enfin, comme ça, je l'ai un peu. En y réfléchissant, c'est comme ça que je l'ai vu. Et le fait que, en fait, la seule manière qu'ils ont de combattre ça, c'est à travers des pulsions qui vont devoir s'exprimer de manière assez soudaine et horrible. Et voilà, le fait que ça touche plusieurs personnes de la société, alors que ce soit une médecin, un mec qui a l'air plutôt bien dans sa vie avec sa femme, etc., illustre peut-être un peu cette idée que voilà, tout le monde peut être frappé par ça, parce que toutes les personnes de la société se sentent complètement paumées et un peu à bout. Les plus normaux, parce que ce qui est intéressant, c'est que la femme du policier est considérée comme folle, et c'est les seuls moments pratiquement où il semble où il y a de la musique. Oui, je crois aussi, ouais. C'était assez intéressant, du coup. Est-ce que est-elle réellement folle, ou est-ce que il y a cette idée qu'on est plus fou en vivant une vie normée et classique et dans une ville qui nous étouffe, qu'elle qui est dans cette espèce de petit paradis perdu quand elle est à l'espèce d'hôpital asile. Donc c'est assez intéressant, du coup j'ai envie de le revoir juste pour mieux comprendre, parce que du coup je pense qu'il y a plein de choses que j'ai ratées. Puis c'est intéressant ce que tu dis aussi sur la femme, c'est que quand il la dépose, même le médecin lui dit, enfin, vous la déposez elle alors que c'est vous qui avez l'air malade vraiment. Oui, exactement. Et je trouve que cette phrase illustre plutôt bien justement cette idée qu'en fait, voilà, les vraies personnes qui souffrent sont les autres en fait, pas, enfin, ceux qui ont une vie un peu, genre qui sont complètement enfermés dans une espèce de boucle quotidienne dans la société. Qui ont pas beaucoup de sens, oui, finalement. C'est assez fort, je trouve, en fait. Enfin, le propos est un peu diffus dans la manière d'être amené, mais enfin, le film entre un peu et pousse la réflexion, donc c'est assez intéressant. C'est vrai qu'il y a souvent des choses qui sont... Il joue avec la subtilité, il joue avec la perception de la réalité aussi. Moi, il y a une scène qui m'a marqué, c'est quand l'enquêteur rentre chez lui, il voit sa femme pendue. Voilà, il voit cette scène-là. Et moi, elle m'a bien marqué, cette scène. Et ou alors, il y a aussi pareil, j'ai l'impression de ne pas avoir tout saisi. C'est un film que j'avais vu il y a bien 10 ans, que j'avais vu comme ça sur Ciné+, ou je ne sais quoi, à l'époque, ou l'équivalent, qui m'avait beaucoup marqué. C'était une histoire fascinante sur ces meurtres en série, avec toujours le même mode opératoire, mais c'est un meurtrier différent. Et ce qui a causé tout ça... Et c'est assez happant, et même en le revoyant aujourd'hui, alors il y a des trucs que j'avais pas vus, et j'ai pas l'impression d'avoir tout saisi. Même en l'ayant vu, il me semble qu'il m'a échappé 2-3 trucs, mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une certaine subtilité, et j'aime bien la toute dernière scène, quand le héros prend son café à la fin. Faites attention au fond du plan, voilà. C'est vraiment, je trouve, génial. Je trouve ça génial. Plan de fin, vraiment, c'est parfait. Moi, enfin, je trouve ça résume tout ce que, enfin, je voulais pas que ça se termine autrement quand j'ai vu la fin. Moi, je veux dire, si j'avais un mini reproche peut-être à faire, et c'est un tout petit, hein, mais c'est juste le fait que, on va dire que je trouve que la manière dont il commence à trouver, enfin, la manière dont il trouve le procédé utilisé qui déclenche les meurtres est un peu rapide en fait. Enfin, j'ai l'impression que c'est comme s'il avait une illumination un peu comme ça d'un coup, il fait hop, tiens, oui, c'est ça.
C'est peut-être un peu trop facile et... C'est vrai qu'après, l'enquête se résout dans la première moitié du film, en fait, grosso modo. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est ça ce qui fait que moi, j'avoue que j'ai été un peu perdu à la moitié du film. Je me suis dit, mince, il a déjà trouvé. Qu'est-ce qui va se passer, en fait, pendant une heure qui suit? Et alors, en fait, non, c'est intéressant parce qu'il y a un jeu où on se tourne autour psychologiquement. Mais c'est vrai que ça peut déstabiliser. Je comprends qu'on soit perdu. C'est vrai que le procédé narratif est intéressant parce qu'il te donne toutes les clés dès le début, mais en fait il te dit que la manière dont il va se développer, c'est sur la façon dont ça va affecter ceux qui ont en réalité trouvé les clés de cette énigme, qui sont bien plus concernés qu'elles ne l'imaginent. Et ça, c'est vrai que c'est pas mal. Tu parlais de la séquence où on voit la femme qui est pendue, et c'est vrai que par contre, s'il y a un truc qui rajoute du coup à ma frustration de pas être rentré dedans, c'est qu'il y a en plus ces moments qui sont très graphiques, très travaillés, où le plan, enfin le cadre est léché comme pas possible, et où tout est signifiant, et ça dépote, quoi. Je veux dire, enfin ça te balance dans des trucs dans la rétine où tu fais putain, waouh, enfin, et tout ce que ça envoie visuellement, oui, il y a pas un moment où le cadre n'est pas travaillé. Voilà, je tenais juste à dire ça, même si ça a déjà été dit, mais oui, en effet, visuellement ça défonce, donc même si moi j'ai pas été très positif, si des gens sont généralement de mon avis, regardez-le quand même, hein, ça vaut carrément le coup de s'y pencher. Oui. On a vu une sortie DVD, on a vu une sortie Cinétech, on va aller sur quelque chose d'un peu plus classique, on va aller chez Netflix, voilà, mais pas si classique que ça, tiens. Ouais, c'est bon, rassurez-vous, on se tape pas un Originals. On sait jamais, il peut y en avoir des biens, Oui, bon, c'est juste que généralement on n'est pas spécialement tendre. Yes, in the back. Hey, Fran. I actually never heard of you before. That's really a good way to break the ice. Ladies and gentlemen, the one and only Fran Lebowitz. People are frequently infuriated by me because I'm filled with opinions. In New York, there are millions of people, and the only person looking where she's going is me. I should write a manifesto, the title of which would be Pretend It's a City. It would take one subway ride for the Dalai Lama to turn into a lunatic, raging person. Incroyable, une bande-annonce Netflix de moins de 2 minutes 30. C'est fou. Petit tacle gratuit. Scorsese, c'est le seul mec qui fait des films de 3h30 mais qui a droit à des bandes-annonces courtes. C'est ça, ça doit être ça. Fran Lebowitz, si c'était une ville, version française, en anglais Pretend It's a City, qui ne veut pas exactement dire la même chose. Documentaire de Martin Scorsese. Alors c'est plutôt une mini-série documentaire, c'est pas vraiment un film, on a un peu triché pour une fois n'est pas coutume, on parle mini-série, mais ce sont des épisodes de 30 minutes, il y en a 7, ça fait à peu près 3h30 de contenu, donc ça fait un gros film, ça va. C'est vrai, c'est la durée de son précédent. Hein. Oui, c'est un film de Scorsese, quoi. Voilà, donc c'est un film de Scorsese, ça va, film documentaire sur l'écrivaine satirique, plutôt la stand-upeuse, plus Fran Lebowitz. Je suis pas sûre qu'elle valide le terme de stand-up, Fran Lebowitz. Non, parce qu'elle passe le film assise, c'est vrai. Mais... Déjà, non, même écrivaine, est-ce qu'elle valide? Tu sais, le problème, c'est qu'elle aime tellement pas grand-chose. Alors, je crois que sur 3h30, elle a pas validé grand-chose. C'est pas vrai, elle aime les livres. Non, si, elle adore les livres. Il y a plein de trucs qu'elle adore, justement, mais ça lui permet de bien accentuer ce qu'elle n'aime pas, c'est rigolo. Donc voilà, Fran Lebowitz est une auteure juive new-yorkaise. Donc si certaines de ses références vous font penser à Woody Allen, c'est normal. Dans le caractère aussi. Hein. Ah, moi, ça m'a plus fait penser à Amy Sherman Paladino, si on devait aller aussi, on est dans ces choses-là. Et donc, elle écrit et elle commente essentiellement à propos de New York. Et après un premier documentaire sur ce personnage, Public Speaking en 2010, Martin Scorsese refilme à nouveau sa camarade Fran Lebowitz, qu'il adore. Il l'a rencontré dans un cocktail et depuis il l'adore, il ne se sépare plus visiblement. Il est tombé complètement dingue de sa répartie. T'as pas bien suivi l'histoire, ils se souviennent pas de comment ils se sont rencontrés? C'est ça, non, c'est sûrement un cocktail, mais ils savent plus lequel. Et donc ils vont ensemble pendant 3h30 parler à propos de New York. Voilà, et de tout ce qu'on peut faire à New York et de rapport de Fran Lebowitz avec New York. Alors 3h30, c'est ce qui a été monté et rushé. J'ai un grand respect pour la personne qui a dérushé tout ça. Et donc on va avoir un regard satirique sur la ville, sur la Big Apple, mais quand même un discours qui fait penser à c'était mieux avant, non ? Pas tout le temps. Ouais, pas que. Éléonore. Non, pas que. Non, j'ai commencé pour le premier, là, c'est
C'est au tour de Thierry. Ah bon, ben alors Thierry. D'accord. Bah non, pas que, non. Bah, ah oui, bon, après, elle aime bien se plaindre un peu de tout ce qu'elle a, mais je pense qu'au final, non. Enfin, c'est plus, j'ai plus eu l'impression qu'elle nous faisait un espèce d'historique de la ville de New York sur les 40, 50 dernières années, quoi. Enfin, c'est une dame qui a quoi, 70, 72 ans, je crois. Et c'est ça, enfin, elle a vécu aussi tous les changements de New York et elle fait un petit peu état de tout ça. Alors avec énormément de cynisme et en disant pertinemment que enfin, je pense que le monde la dépasse plus qu'elle ne trouve qu'il était mieux, parce qu'elle dit clairement qu'elle a du mal aussi à comprendre un peu le monde qui l'entoure sur certains domaines, et c'est les domaines qu'on aborde au fur et à mesure des épisodes. Et ce qui fait que elle trouve ça un peu ridicule, mais sans forcément, je pense, penser que ce qu'elle avait avant était mieux, puisque même elle est quand même très critique aussi sur ce qu'elle avait en son temps, quoi. Donc même si elle dit que certaines choses étaient plus faciles, c'est pas forcément le cas. Pour discuter de manière générale du truc, moi j'ai surkiffé ce truc. Enfin, j'ai trouvé ça absolument génial. Après voilà, moi j'aime bien le discours un peu fort, un peu cynique, pas forcément réac parce que c'est pas tant le cas que ça, mais voilà, qui va pas hésiter à se foutre de la langue de bois et à justement, enfin voilà, toujours être une franchise assez folle. Et j'ai trouvé voilà que c'était fou. Alors c'est monté par quelqu'un qui est hyper intelligent, la monteuse de Scorsese, elle est un putain de génie et une putain de génie. Et une fois de plus, elle arrive à donner un rythme qui est mais fou à ce truc-là. Et je trouve que justement ça se distille, ça se regarde, on peut regarder les 7 épisodes à la suite. Alors c'est long évidemment, mais sans forcément trouver des baisses de rythme. Et je trouve que c'est toujours relevé et il y a plein de cinéma dedans, entre les moments où elle va aller se balader dans la ville de New York, où elle marche sur des maquettes et tout ça, et Scorsese va quand même tenter de faire des plans un peu alambiqués pour essayer de montrer l'angle avec lequel elle aborde tout ça, et ensuite s'entrecouper voilà de plein d'images d'archives entre les stand-up, entre les espèces de joutes d'insultes avec Spike Lee qui sont juste fantastiques. Il y a plein de trucs à se mettre sous la dent là-dedans. Et moi, je me suis bien régalé, quoi. Et puis voilà, enfin, voir quelqu'un qui gueule sur tout le monde pendant 3h30, je me suis senti bien concerné. Papy Thierry, il s'est identifié au personnage. Ah non, mais très c'est bien. ça. Moi, je veux vieillir, je veux être comme ça, tu sais. On aura tous l'impression que je suis aigri, mais en réalité, je m'éclate. C'est ça, moi, j'ai dans 40 ans, c'est moi, hein, pas de problème. Ah, mais toi aussi cynique comme t'es, c'est bien parti. Je suis déjà comme ça. Éléonore, tant que oui, bah, moi j'ai adoré. Je sais pas comment j'ai fait pour ne pas la connaître avant. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Mais je pense pas qu'elle soit très connue chez nous aussi en même temps. Oui, elle est connue à New York parce qu'elle est pas sortie de New York et elle passe dans les talk-shows américains new-yorkais. Et c'est vrai que je ne suis jamais allée à New York. C'est dans mes objectifs de vie, mais pas encore. Et elle est écrivaine, mais elle a eu un petit passage à vide en matière d'écriture. Oui, c'est ça. Voilà. Je crois qu'elle a écrit 4 ou 5 livres, c'est tout. Enfin, elle fait surtout des espèces de shows où elle répond à des questions, apparemment. C'est ça. Mais elle est quand même notée, j'ai regardé comme féministe, donc je sais pas exactement sous quel angle, si elle a vraiment fait des écrits féministes ou si c'est juste parce que comme elle ouvre sa gueule, forcément, on la considère comme féministe. Du coup, oui, non mais en plus, du coup, je l'ai vu en 2 fois sur le très peu de temps où on devait le regarder pour le podcast, que j'ai regardé une première fois, j'ai trouvé ça hilarant, je me suis dit ça va forcément plaire à ma mère. Du coup, je l'ai passé ce week-end et je l'ai re-regardé avec ma mère et c'était hilarant, enfin c'est marré tout le temps. Et comme je disais, c'est marrant que je ne le connaisse pas avant, mais je pense qu'elle est souvent citée. Alors pour ceux qui connaissent pas Amy Sherman-Palladino, que j'ai cité un peu avant, c'est la showrunneuse de 2 séries très connues, donc The Marvelous Mrs. Maisel et Gilmore Girls, et qui a tendance à faire du name dropping tout le temps de manière très intelligente et avoir une écriture qui est à la limite du stand-up. Et très clairement, Fran Lebowitz, c'est une inspiration, mais évidente. Donc je trouve que plus que New York, moi je pensais qu'elle parlerait plus de New York finalement, elle s'intéresse plus à faire une espèce de compte-rendu de la société actuelle, mis avec beaucoup de distance et beaucoup de cynisme et beaucoup d'ironie, et c'est juste tellement drôle, quoi. C'est génial. Et ce qui est aussi très malin, c'est la manière dont c'est entrecoupé de musique aussi. Le choix de musique est vraiment génial. Je trouve que Martin Scorsese, il s'est fait tellement plaisir. Et juste, on voit assez souvent du coup c'est pas que jazz, t'as du Jane Birkin, t'as plein de trucs. Et alors, c'est peut-être la première fois où il met autant de musique, mais il a pas mis un seul morceau des Stones. Mais je sais pas, on les voit pas à un moment sur des photos, non, par contre? Si, non, mais je pense que c'est ça. En fait, on les voit, par contre, je crois pas qu'il a mis de la musique des Stones, ça m'a fait trop marrer, parce que généralement, quand même, dès qu'il peut caler un morceau des Stones, il y va, quoi. Et oui, et qu'est-ce que, je sais plus. Et si, parce qu'il y a plein de moments, du coup, Scorsese, on le voit un peu à l'écran, parce qu'il filme avec elle, il répond à ses questions, et il se marre tout le temps, et c'est juste tellement communicatif, c'est génial. Vraiment génial.
Ça se voit tellement que c'est sa meilleure pote et ça se voit quoi. Je sais pas Le si gars en plus il est là, dans la relation qu'ils ont, tu sais, t'as l'impression que dès qu'elle dit un truc et puis lui il se marre en mode, oui c'est ma copine, elle est trop forte. Ouais, c'est ça, elle rigole, c'est trop bien, elle est trop drôle. Oui, Martin Scorsese, il est à l'écran que pour se marrer. Et dès qu'on le voit, il est en train de rire. Ouais. Mais je pense qu'il n'a fait que se marrer. Il peut largement lui laisser la vedette sans aucun souci, il le sait pertinemment quoi. Oui, de toute façon, elle sait qu'elle est beaucoup moins connue que lui, c'est pas le problème, et ils s'en foutent. Enfin, je pense que peut-être l'un des meilleurs moments du truc, ça doit être le moment où il parle des sucettes qui sont interdites pour les gamins, mais que du coup les parents se retrouvent à sucer des sucettes à la marijuana, et j'ai trouvé ça mais tellement génial, ce moment. Enfin, tout est génial en fait. Enfin, regardez, c'est trop bien, c'est tout en fait. Ouais, ça reste quand même les passages avec Spike Lee. Oui. Le seul qui porte la contradiction sur 3h30, c'est les deux passages avec Spike Lee. C'est ça, Spike Lee. Le gars là, mais attends, mais comment ça, les grands athlètes sont pas des grands artistes? Michael Jordan, c'est pas un grand artiste, et puis il se gueule dessus, elle lui fait, non mais je comprends ce que tu veux dire. Mais quand même, et moi j'étais là en mode, je comprends tout à fait ce qu'elle veut dire, mais j'avoue qu'elle abuse dans la manière de le dire, et lui il s'énerve pour rien, mais à la fois il a pas tort. Non mais oui, enfin les deux le font exprès, c'est du show quoi là. Bah oui, évidemment. C'est totalement, ils sont chacun dans leur personnage. C'est tellement bien. Ellie. Il veut pas parler lui. Il veut pas parler, il a pas envie. Bon. Mais si, j'attendais juste, c'est intéressant ce que disent les deux camarades. Ils ont très très bien dit à peu près tout ce que je pense, parce que moi je suis de leur avis et je trouve que c'est une mini-série très 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 intéressante, très très drôle. Le rythme est génial. Enfin, chaque épisode fini, on a envie de lancer celui d'après parce qu'on est pris dans cette espèce d'énergie qui est véhiculée juste par la voix de Fran Lebowitz qui est vraiment très très cool à entendre. Plus le travail musical, le montage, etc. Et d'ailleurs, Thierry, le montage est trompeur, mais ce n'est pas Thelma Schoonmaker qui l'a fait. Ah ouais, j'aurais pensé. On aurait cru, mais même moi je me suis renseigné en fait, quand j'avais vu le premier épisode, parce qu'on dirait vraiment le montage très scorsésien en fait. On se reste devant un de ses films, mais en fait non, c'est David Tedeschi et Damian, je sais plus quoi, j'ai oublié son nom. Je dis n'importe quoi, en plus il était crédité quoi. Non mais c'est vrai que je suis tellement habitué à ce qu'elle ait fait tous les métrages avec lui, enfin quasiment tous, que du coup chaque fois moi tu me dis c'est Scorsese, je me dis bah forcément elle est là. Mais voilà, là on pourrait vraiment le croire parce qu'il y a vraiment la même dynamique en fait dans les coupes, dans la manière d'illustrer, genre les passages en voix off, l'utilisation de la musique qui est géniale, la musique de la Dolce Vita qui revient à chaque épisode. C'est mais je sais pas, il y avait quelque chose ça fait du bien, vraiment. Je me sentais vraiment très à l'aise en regardant ça. Et puis moi je suis un peu pareil que Thierry et Léonore, enfin cette espèce de vieille dame cynique, mais en même temps très 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 humaine et très très drôle. Mais moi ça me fait, je fonds pour elle quoi. Vraiment, elle est géniale. J'aurais pu l'écouter parler encore quelques heures sans que ça me déplaise. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment Scorsese insiste que c'est sur son point de vue tout le temps en fait, et des fois on n'est pas forcément d'accord avec ce qu'elle dit, à l'image de Spike Lee qui est vraiment la personne qui vraiment vient la titiller pour la pousser dans ses retranchements, ce qui est d'ailleurs très très drôle. Mais nous-mêmes on peut être opposés à ses idées parfois dans ce qu'elle dit, moi c'était mon cas sur certains sujets, mais c'est toujours très intéressant parce que la manière qu'elle a développé ses arguments, c'est super, enfin elle arrive à faire ça de manière à la fois drôle et pertinente, et du coup on se dit que ça fait toujours ça va toujours dans le mille en fait, dans chaque scène, chaque moment. Et j'aime beaucoup le fait qu'en plus par moment Scorsese, on sent que ça le titille, il utilise des petites références cinématographiques pour illustrer ses propos quand il peut, la scène quand il met le guépard par exemple, c'est génial. Il sert de ça pour montrer ce dont elle parle en réalité, puis après du coup il lui fait parler un peu du guépard. Il y a une espèce de, malgré qu'on voit très peu Scorsese, à part pour se fendre la gueule, ce qui est génial, parce que franchement, moi j'adore voir Scorsese rire. Je pense que pareil, on aurait fait une compilation de tous les rires de Scorsese, mais je regarde ça avant de m'endormir et je me sens bien. Mais en plus de ça, malgré tout, il y a quand même une sorte d'interaction, en fait, même si on l'entend pas forcément lui ou quoi, on sent que les deux sont ensemble et qu'il y a une sorte de communication très très belle entre deux personnes qui connaissent New York et qui ont envie d'en parler, d'exprimer ce qu'ils pensent de la vie et de la société en général. Et ça marche. Ça marche vraiment, vraiment très très bien. Et je suis content d'avoir découvert cette personnalité américaine, je suis un peu comme Eleonore, je peux pas dire qu'elle manquait à ma vie, mais je me dis, c'est bizarre que je n'ai pas connu ça avant, tant ça correspond à mon type d'humour, de personnalité que j'aime bien suivre. Et je vais un peu plus me pencher sur son cas maintenant, ça me donne presque même envie de lire ses livres qui ont l'air très très intéressants aussi. Et je suis très très déçu que Netflix ne mette pas plus en avant ce programme. Et je suis content qu'on en parle, nous, pour essayer de dire que c'est sorti et que les gens devraient se précipiter dessus, car c'est un bon programme.
Ouais, après, pas tous, parce que je sens qu'il y en a, ils vont pas comprendre et ça va être très compliqué. Alors, c'est repris par le Monde et Télérama, voilà. Je revérifiais ce matin en préféré. Voilà, c'est pas trop le public qui va voir les chroniques de Bridgestone, par exemple. Enfin, Bridgerton, pas le pneu, le truc. Pour ne citer que ça. Wink, machin. Wink, wink, tout ça. Écoutez, je suis content que ça vous ait plu. Voilà. À la contrebalance qui arrive. On peut passer au reco du coup. Moi, j'aurais renommé ça un après-midi chez mamie. Putain, et si ta mamie elle est comme ça, moi je la veux bien. Moi j'y vais tous les après-midi, c'est clair. Tu sais, c'est celle qui te fait croire que tu bois du thé, mais elle te fout de l'agnole dedans. Parce que, alors ça va qu'il y a le montage, hein, parce que je veux pas imaginer toutes les répétitions et tous les trucs qu'il y a dû y avoir. Mais ouais, effectivement, oui, c'est un florilège de punchline sur 3h30, donc c'est vachement bien. Heureusement que c'est un épisode, comme ça on peut couper, on peut faire des pauses, mais c'est quand même 3h30 sur une personne âgée qui dit que quand même, là aujourd'hui, les jeunes, oh là là, ils roulent en regardant leur téléphone, et quand même, de mon temps, on le faisait pas. Donc c'est un sentiment qui revient très très souvent, sans parler du côté égocentrique, parce que comme tout est sur son regard, visiblement, oui, elle se conforte beaucoup dans son regard. Alors vous me direz, c'est le sujet du film, hein. Enfin du doc, mais c'est vrai que c'est très égocentré, c'est très auto-centré. Ça nous parle de la vie dans New York, d'une New-Yorkaise à New York. Donc c'est vrai que après bon, c'est sympa, c'est intéressant pour la formule, hein, pour la saillie, mais après c'est vrai que si on vit pas à New York en soi, bon, l'universalité n'est pas toujours évidente dans toutes les réflexions qu'elle fait. Après, je reconnais qu'il y a quand même un intérêt social. Je pense que ça peut être un document d'archives pour quelqu'un qui bossera sur New York dans les années, sur ce qu'on disait de New York dans les années 2010-2020. Ça peut être intéressant comme document d'archives. Mais c'est vrai qu'après, en document, moi j'ai trouvé que elle fait des vannes et puis elle aime bien quand même se regarder. J'ai fait une vanne et voir la réaction. Elle aime bien la réaction de Scorsese aussi. Ils se plaisent aussi pour ça. Elle fait des vannes et lui il rigole. Ils se sont bien trouvés. C'est pour ça que le duo marche, je pense. Oui, elle sait pertinemment que ça la sert aussi. Hein. Donc il y a un peu de ça. Et puis il y a des formules un peu à l'emporte-pièce assez vite. Elle a beaucoup d'assurance, très bien, et c'est ce qui fait d'ailleurs son charme et qui fait qu'elle peut balancer des trucs comme ça, ces vannes avec beaucoup d'assurance, et c'est ce qui fait que certaines passent, même si elles sont pas, même si elles sont un peu grossières, dans le raisonnement, pas dans la formulation. Là, au contraire, il y a une certaine élégance dans le verbe qu'on peut lui reconnaître. Donc moi, j'ai pas été séduit par ça et j'ai trouvé ça un peu lourd. Et heureusement qu'on pouvait couper les épisodes par moment, parce que. Mais pour le côté, c'était mieux avant, franchement. Autant sur certains sujets, je peux être d'accord, mais je trouve que dans l'ensemble, pas tellement. Et rien que même la toute fin de la série montre que non, parce que quand elle parle des gens qui lisent les bouquins dans le métro, elle est très contente parce que c'est les jeunes qui lisent elle a quand même, je trouve qu'elle a quand même un fond d'optimisme sur l'avenir. Quand elle dit, même quand on lui demande, oui, ma sœur a grandi qu'avec les réseaux sociaux, etc., machin, et elle fait, franchement, c'est comme ça, mais c'est pas forcément pire pour autant. Peut-être que ça va en découler quelque chose de très bien. Juste, moi, c'est pas ma génération, donc je peux pas forcément comprendre ce qui se passe. Mais il faut attendre le dernier épisode pour ça, mauvais. Quoi. Sinon, on a un truc à chaque fois. L'épisode sur le sport, elle en balance. L'épisode sur l'art, elle balance des trucs sur l'architecture. Dire qu'à l'époque, les immeubles aujourd'hui, c'est quand même moche. On fait les immeubles comme à Abu Dhabi. Elle parle pas forcément que du coup d'aujourd'hui, elle parle d'un système de fait d'avoir copié. Après, elle dit la même chose sur Ralph Lauren qui s'est passé avant. Elle dit juste que, en fait, à partir du moment où tu copies la copie, c'est forcément moins bien. Voilà, c'est toujours, elle est toujours très critique sur ce qu'elle avance. Il n'y a pas vraiment, c'est plus qu'une vieille qui dit le passé c'était trop bien et aujourd'hui on se met chier. Heureusement, tu vois, sinon, oui, ça aurait pas vraiment d'intérêt. Et je pense que Scorsese aime cette personne pour ça aussi, parce que c'est un peu même Scorsese, la manière qu'il a de vivre, je pense, c'est qu'il réfléchit beaucoup sur le passé, mais pas forcément d'un point de vue purement nostalgique. Il y a toujours un peu un regard aussi critique là-dessus, et c'est ça qui est intéressant. Mais je trouve que c'est ce qu'elle arrive à bien véhiculer, même si oui, par moments, évidemment qu'elle a des côtés nostalgiques d'il y a 40-50 ans. Parce qu'elle était jeune. Ce que je regrette juste, c'est qu'il n'y ait pas plus de passages comme ceux avec Spike Lee qui lui portent la contradiction, justement. Elle est obligée de monter le niveau un peu, et c'est au lieu d'avoir Scorsese qui fait que se marrer autour en disant amen à tout ce qu'elle dit.
Non, mais ça porte pas le niveau parce qu'elle aurait dit la même chose de toute façon. Les deux jouent leur propre rôle et à mon avis, ça a été écrit. Que ce soit pour Spike Lee que elle, les deux sont dans leur petite zone de confort. Je sais pas. Je me demande si c'est pas justement une série d'entretiens énorme qu'ils ont décidé de couper ensuite. À voir. Mais tu vois, après, c'est vrai qu'il y a un moment aussi où je me disais que justement, au final, elle est quand même assez tournée vers l'avenir. Et Léonore, tu posais tout à l'heure la question du est-ce qu'elle était féministe ou pas. Et je crois elle y répond plus ou moins. En fait, elle dit qu'elle a jamais senti le besoin de militer parce que pour elle, malheureusement, c'était comme ça. Donc elle est plutôt fataliste là-dessus. Mais elle parlait du mouvement MeToo, en fait. Et elle disait que ça a été limite les plus belles années de sa vie parce qu'elle disait, moi qui me suis cantonné à me dire, c'est comme ça depuis l'ère d'Ève, on est une femme, donc on en chie. Et tout à coup, en fait, c'est en train de se retourner contre. Il y a le retour de bâton qui est en train d'arriver. Donc, elle dit clairement qu'elle a peur que ça ne dure pas, que ça se réinverse encore, mais qu'en tout cas, ce truc-là, elle l'a jamais vu venir et qu'elle est hyper étonnée et qu'elle disait putain, la nouvelle génération a encore plus de courage que moi. Et donc, du coup, elle est devait hyper être complètement en train de planer parce que quand même, elle a vécu dans les années 70 pendant la seconde vague du féminisme, et elle devait être complètement ailleurs. Quand même. Elle dit que, surtout en fait, à l'époque, quand ça a commencé à arriver, elle y croyait pas. Pour elle, c'était mort dans l'œuf et que du coup, elle avait aucun intérêt à se préoccuper de ça. C'est je crois qu'elle dit un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est ça aussi. Ouais. Et du coup, mais maintenant que ça prend des proportions carrément où, il y a des conséquences pénales, etc., elle a l'air de, visiblement, y croire. C'est vrai. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de passages où elle est ultra positive face à la façon dont elle conçoit l'avenir, en tout cas socialement, voilà. Donc ouais, non, il y a tout au final. Mais oui, après, elle est critique sur plein de choses, donc forcément, elle râle beaucoup. Oui, mais c'est ça qui est drôle. Bien. Fran Lebowitz, Pretend It's a City, si c'était une ville, documentaire sur Netflix. Bon, le mieux, c'est de vous faire votre avis, hein. Voilà. Un épisode de 30 minutes, ça passe assez vite, hein. C'est dynamique, voilà. Puis si ça vous plaît d'entendre les vieux de claque râler sur les films, vous aimerez sûrement la vieille de Netflix qui râle sur New York. Donc c'est bien. Bon, ça suffit de râler, on va passer maintenant à ce qui n'est qu'amour. Ce sont les recos. Welcome to the Love Box. Ah oui, la Love Box, les recos, le moment où ce n'est qu'amour. C'est fini de gueuler. Donc, qu'est-ce que vous nous proposez comme recommandation après le petit choix d'aujourd'hui? On va commencer par Ellie pour une fois. Moi, je vais parler de quelque chose que j'ai vu hier soir, enfin plutôt revu, à savoir La planète des singes, le premier film de 1968. Avec Charlton Heston. Exactement, avec ce bon vieux Charlton. Et en fait, je l'avais pas revu depuis que j'étais gosse, enfin ça m'avait traumatisé, les singes sur les chevaux, le plan final, ça m'avait vraiment, j'avais ces flashbacks qui m'ont accompagné depuis que je suis tout petit. Et du coup hier soir je l'ai revu avec mon coloc et en VF pour se mettre comme dans les conditions d'époque. Et alors déjà la VF est vraiment cool, franchement elle passe très très bien et le film n'a vraiment pas tant vieilli que ça, et ça c'est assez dingue je trouve. C'est un film qui est à la fois très très créatif dans sa mise en scène mais en même temps qui a un regard essentiellement critique sur la société à travers cette inversion des codes. Enfin, l'homme est soumis au singe et le singe a mis en place un régime complètement tyrannique en fait. Enfin, c'est complètement abusé et je trouve que la manière avec laquelle tout ça est mené est vraiment passe toujours très très bien narrativement, c'est d'une fluidité assez folle. Je préfère la première partie, je trouve que la force du film surtout réside dans sa première partie où on découvre les astronautes qui arrivent sur la planète et franchement du coup j'avais pas vu le film depuis une dizaine d'années et j'étais scié par le talent de mise en scène de Franklin J. Schaffner pour réussir à créer le sentiment d'isolement et simplement de perte de repères dans un environnement complètement hostile. Et rien que pour ces demi-heures, ces 3 premiers quarts d'heure complètement envoûtants, mais je me dis que revoir le film vaut largement le détour. Donc je vous recommande cette belle pépite de sci-fi science-fiction des années 60 pour une petite soirée sympathique. Et oui, d'après le roman de Pierre Boulle d'ailleurs, roman français monsieur. Tout à fait. Pour la petite blague, moi quand j'étais petit, en fait, ça passait régulièrement à la télé, sauf qu'en fait, ils faisaient généralement l'intégrale, donc c'était tous les soirs, ils passaient un des films différents, et ils passaient aussi la série. Et donc du coup, moi quand j'essayais de regarder aux heures où j'avais le droit encore de regarder la télé, je tombais que sur des bribes de la série, de ci, de ça, et donc du coup, moi, ce que je voyais, il y avait des singes à l'écran, avec des gens déguisés, des monstres et tout, donc moi ça me plaisait, j'avais envie de voir ça, mais je trouvais ça quand même très très nul. Et du coup, j'avais une image très négative de la planète des singes, et le jour où j'ai vu le film, j'ai fait ah ouais, quand même, bordel. Voilà, c'est très bien en effet.
Et pourtant, t'avais déjà 45 ans quand tu voyais ça à la télé. Mais oui, mais tu vois, c'était la couleur. J'avais du mal encore. Thierry, tant que t'es juste à côté. Je suis juste à côté. T'es juste à côté. Alors, initialement, moi, je voulais vous faire une belle surprise parce que, je voulais vous faire un magnifique moulage de ce dont nous avait parlé Marwan la semaine dernière. Mais étant donné que j'ai écouté l'épisode hier soir, j'ai pas eu le temps. T'avais pas de gros zizi sous la main, c'est ça? Non, j'étais triste. Mais en tout cas, je tiens à dire que mon rire a transcendé l'immeuble hier soir quand j'ai écouté ça. Et ma première reco, c'est l'épisode de claque de la semaine dernière. Comme quoi, ne pas être là, des fois, ça apporte des bonnes choses. Mais bref. Non, ma reco, alors, elle va être simple. Et c'est un film dont on a déjà parlé, qu'on avait vu en festival. Et alors, j'ai pas réécouté la pastille, mais à mon avis, dans mon souvenir, on n'en avait pas tant parlé que ça, en tout cas pas bien, parce que c'était justement dans un cadre assez particulier, et le fait d'avoir vu Never Rarely Sometimes Always m'y fait pas mal penser. C'est très différent dans le traitement, hein. C'est Assassination Nation de Sam Levinson, qui est un film qu'on avait vu au PIF du coup en 2018. Ça date un petit peu, quelques semaines avant sa sortie, puisque c'était une avant-première. C'était une ouverture, ouais, je crois d'ailleurs. C'est ça, c'était une ouverture juste avant Ne coupez pas. Meilleure soirée de la Terre. Hein. Et oui, et nous, alors de mon souvenir, on s'était surtout attardé sur le côté justement grandiloquent, avec le côté gore, le côté action, le côté vengeance à fond la caisse et tout. Enfin, on parle, ça prend des airs de Rape and Revenge et tout ça dans le traitement. Et c'est vrai que là, du coup, l'avoir revu maintenant, justement avec 2 ans aussi de films un peu plus engagés dans la tronche, ça fait qu'on y pense par le filtre justement de la culture du viol, dont on parle beaucoup, de plein de choses qui sont beaucoup plus ancrées dans les mœurs encore depuis, parce que c'est là que je vois qu'en 2 ans, on a fait des bons de fou là-dessus. Et voilà, et c'est juste que j'en parlais pas mal avec Jessica de Bon Chic Bon Genre, que je salue si elle nous écoute, puisqu'elle avait fait aussi des analyses de ce film. Et c'est un film qui justement reprend tous les carcans les plus stéréotypés de la culture du viol, avec tous les archétypes et tous les tenants et aboutissants, et avec au milieu ces pauvres nanas qui sont jetées en pâture à des hordes de gars déchaînés qui veulent juste les buter sous des prétextes totalement hasardeux. Et voilà. Et c'est en fait l'avantage de ce film, c'est que c'est une façon plus popcorn entre grands guillemets dans le traitement de le voir, mais qui en traite quand même avec une énorme pertinence. C'est un petit peu The Purge, mais version il y a un cinéaste derrière qui est loin d'être couillon, quoi. Enfin, en même temps, quand on voit ce qu'il écrit sur Euphoria, Sam Levinson, voilà, c'est pas un idiot. Donc je recommande Assassination Nation de Sam Levinson. Ok, merci. Que j'imagine ici tout le monde a vu du coup. Mais non, alors moi il y a Jessica qui arrête pas de me mettre la pression. Ah, tu l'as pas vu? Mais non, toujours pas, elle me met la pression, je le vois et il faut que je le regarde. J'avais un petit peu peur de le regarder parce que ces films qui sont parfois un petit peu trop méta sur le traitement de la position de la femme dans le cinéma d'horreur, parfois ça me fait un peu peur. Donc, et comme je sais que Sam Levinson il fait des trucs très beaux, très bien, mais parfois limite trop beaux, j'y vais un peu à reculons. Mais je finirai par le voir, enfin, j'ai envie de le voir. Et moi je l'ai pas vu non plus. Ah ben voilà. Ouais, mais toi, c'est parce que t'es un salopard de macho, toi. Alors. Oula. Est-ce que Charlie Chaplin l'a vu, hein, c'est ça la question. Est-ce que c'est pas moi qui devrais défenestrer Thierry, peut-être? Je peux en profiter, je suis à côté, je peux faire un sondage là, qui est pour? J'ai touché mon nez. Ouais, mais c'est que du 2e étage, c'est pas drôle. C'est bon. Et ça peut faire très mal. Je peux m'arranger pour que des voitures passent en même temps après. On peut faire un combo. Pense à filmer dans ce cas, quand même. Éléonore, à toi. Oui, alors moi je vais rester dans l'horreur. J'ai regardé il y a pas très longtemps le Black Christmas de Bob Clark. Bob Clark. Ouais, qui est donc très très bien. Donc qui est considéré par certains comme étant le premier slasher. Donc, je vais pas rentrer dans la discussion de premier, pas premier slasher, juste pour dire qu'il a vraiment été dans les premiers à vraiment mettre les bases du genre. Donc on suit une maison d'une sororité qui, pendant les vacances de Noël, reçoit les appels d'un mec pas très net qui fait des bruits, donc un pervers qui décide de les harceler au téléphone. Et s'ensuit du coup une série de meurtres. C'est un film déjà, alors le premier truc qui m'a étonné, c'est que c'est vraiment très très beau. La photographie, elle est exceptionnelle. Il y a un travail sur les lumières de Noël qui donne une espèce de teinte crépusculaire, c'est sublime. Deuxième truc, il y a plein de petites touches d'humour tout le long du film, un peu noir, un peu macabre, qui sont très agréables et vraiment qui m'ont bien fait du bien. Et ensuite, pour juste son côté historique, avoir absolument, parce que quand même ça a été du coup l'un des premiers slashers, donc il a mis les bases, donc c'est un film qui me paraît vraiment essentiel.
Et on peut le voir sur Shadows. Et du coup, ça va renforcer le fait qu'on avait déjà Laura hein, qui était venue nous en parler pendant le calendrier de l'Avent. Donc décidément un film qui plaît à beaucoup de monde. Et est-ce qu'on ferait du teasing? Non? Ou pas? Non, mais alors bizarrement, Non moi je l'ai vu aussi il y a pas longtemps, mais pour les mêmes raisons, mais on en parlera plus tard. Allez, de mon côté, ça sera une série aussi. Voilà, on parlait d'une série à New York, une autre série qui se passe un peu à New York. L'intégralité du talk show de Fran Lebowitz. Non, non, pas le premier doc de Scorsese du coup, non, non. Non, moi je vais vous parler de The Loudest Voice, série de 2019, mini-série en une seule saison, 7 épisodes de Tom McCarthy, avec Russell Crowe dans le rôle principal. Mais qui joue-t-il Russell Crowe? Il joue Roger Ailes. Roger Ailes, c'est le fondateur et le patron de Fox News, la chaîne d'info conservatrice, pour rester soft dans la description, et pour dire que c'est une machine à merde dans un autre contexte. Tout à fait le droit de le dire. Mais en fait, disons que alors que la mitraillette sort, je crois que Léo est conservatrice, pardon. Pardon? Mais réellement, ça fait du bruit, là? Ça fait du bruit. bruit. Il y avait encore la mitraillette. Elle a mis du plomb dans Roger Ailes. C'est ça, Voilà, dès qu'il y a un Roger Ailes, c'est ça. C'est ça. Ah ouais, non, mais je sais pas s'il y a un faux contact ou un truc, je ne sais pas. Ah, c'est relou. Je confirme. Encore? Là, ça a l'air d'aller. Là, ça va. Tu le vois sur ton oui, non, mais sur comme Discord. Alors, non, je suis désolé, mais là, Ellie vient de me faire une blague, mais ultra discrètement dans l'oreille en pensant que j'allais juste rigoler comme ça, mais t'es obligé de la dire là parce que c'est trop mignon. Mais non, j'ai dit, elle a mis du plomb dans l'Ailes. On l'a entendu. Non, mais pas dans Roger Ailes, du plomb dans l'Ailes, tu vois. D'accord. Ah oui, ça passe mieux quand elle la formule comme ça. Roger Ailes, c'était aussi le méchant dans Scandale, dans Bombshell, effectivement. C'est donc ce patron, cet ogre surpuissant, cet homme qui abuse de sa puissance pour abuser les femmes, hein, notamment. Parce que, alors, comment en est-il arrivé à avoir autant de pouvoir et pouvoir autant agir comme ça sans se soucier d'autrui finalement, hein, sans de la personne d'autrui. Comment est-ce qu'il a pu abuser ces femmes, mais aussi les journalistes à qui il a fait faire des choses, les gens à qui il a fait faire des trucs contre leur volonté, contre toute éthique, parce que Fox News finalement on a déformé l'éthique journalistique pour faire de l'audience et pour faire de l'audimat et faire ensuite de la politique. Et la série explique que ce sont les méthodes de Ailes et l'utilisation de Fox News qui ont amené Trump au pouvoir. Donc ça nous montre ça nous montre ce génie des médias, mais ce mauvais génie, ce génie du mal qui est The Loudest Voice, finalement la voix la plus forte dans la salle, qui parle le plus fort et qui, en gueulant le plus fort, arrive à imposer sa marque, même si elle est néfaste, parce que pour l'appât du pognon, pour l'appât du gain, pour l'audience, on peut tordre la morale par moment et tomber dans certains travers. Et on a un Russell Crowe qui, effectivement, incarne justement cette force, cette brutalité qu'on n'avait pas dans le film, dans Scandale, qui était un Roger Ailes peut-être plus bon papy presque, Mais j'allais te poser la question d'ailleurs par rapport à ça, parce que c'est vrai que quand on avait vu John Lithgow du coup qui jouait Roger Ailes dans Scandale, qu'il était quand même pas mal grimé et très fort on va dire, et du coup là je pense à Russell Crowe dans Enragé qui avait pris quand même vachement nettement de poids. Est-ce que c'est peut-être pas pour ça justement qu'il en avait pris, parce que j'imagine que pour ce genre de rôle tu t'investis effectivement, il a des prothèses aussi, mais il a pris énormément de poids, il est très très lourd, et puis il le joue sur 10 ans, le moment où il a fondé Fox News jusqu'à sa mort pendant l'ère Trump, et effectivement là où Lithgow était en fin de vie, là où il était malade, il était fatigué, donc effectivement il avait pas on voyait peut-être pas autant cette rage, autant là on a un Russell Crowe qui est enragé, qui est un ogre, hein, vraiment un ogre, mais un ogre parano, parce que en fait il balance des fake news, mais en fait on se demande s'il y croit pas à ses propres fake news, si lui-même il s'embrigade pas, il s'engraine pas de ses propres fake news, ses propres bobards à lui-même. Et on le voit, il entraîne son entourage avec lui, sa femme qui est complètement entourée, qui part dans son délire aussi, on les voit qui aboie si
tu oses être contre, c'est assez saisissant. Et donc, ça rebondit pas mal. Alors, c'est le côté new-yorkais d'un côté, et puis c'est le côté aussi, parce qu'il a aussi abusé la gente féminine, c'est comme ça qu'il est tombé. C'est quand une des présentatrices a fini par porter plainte, elle a réussi à truander les clauses de confidentialité. Elle a trouvé une faille dans les contrats, elle a pu attaquer, parce qu'évidemment, là aussi, là où il y a un système qui verrouille avec des contrats, en fait. C'est une série qui montre un peu tout ça, qui est très bien montée. On peut juste regretter peut-être les virgules, les transitions en fausse VHS, avec des brouillages et tout, qui perturbent un peu, qui cassent un peu la narration, mais sinon, on a une très très belle série. Je crois d'ailleurs qu'ils avaient fait une autre série sur le sujet, mais qui justement a été très mal reçue et était considérée comme très mauvaise, mais je sais plus ce que c'était. Mais je me souviens qu'il y avait 2 séries là-dessus, dont The Loudest Voice, mais je ne me souvenais plus laquelle était vraiment la bonne. Voilà, c'est une série Showtime et qui est dispo sur Canal. Je crois que c'est Canal, ouais. C'est je crois Canal. Que la série dont parle Thierry, c'était une série pour Apple TV. Enfin, ça me dit quelque chose, mais je me demande si c'était ça. Eh bien, c'était certain l'MH Show. Nous vous avons parlé aujourd'hui de Never Early Sometime Always d'Elisa Hitman sorti en DVD, de Cure de Kiyoshi Kurosawa dans la programmation La Cinétech de ce mois de janvier 2021 et enfin Fran Lebowitz Si c'était une ville, Pretend It's a City, mini-série documentaire de Martin Scorsese sur Netflix. Merci chers amis, merci Éléonore. Merci à toi. Merci Ellie. Merci à toi. Et merci Thierry. Mais merci. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. En attendant le prochain épisode, la semaine prochaine, un épisode un peu spécial. On vous en dira un peu plus sur les... Un peu. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, @clac_podcast, CLAAC, podcast, clac avec 2 A en fait. Podcast, vous pouvez partager l'épisode, en parler autour de vous, nous envoyer des messages, nous faire des coucous, des likes, vous abonner. Vous pouvez également vous abonner sur votre application de podcast préférée, ainsi que laisser un commentaire et 5 étoiles pour nous soutenir et faire remonter la visibilité de l'épisode pendant que quelqu'un s'étouffe derrière le micro. Non, en fait, il faut savoir qu'initialement, on voulait s'appeler Clac avec 3 A, mais vu qu'on voulait pas être confondu avec les andouillettes, on en a préféré 2. Alors, ouais, les andouillettes triple A. Il y a même les 5A aussi dans les andouillettes. Mais bon, bref. On ne va pas... Clac, podcast. C'est lourd, c'est gras. C'est gras. C'est une andouillette. Mauvais FM. La radio des bœufs. Ah, toi, t'as ça en sample aussi? J'ai ça en sample aussi, oui. Ce soir, j'étais là. Ah, tu le fais vachement. Ah non, attends, il fait plusieurs voix, c'est pas Thomas. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un épisode très spécial qui va vous en faire trembler plus d'un. Suspense. À très très bientôt, très vite sur votre application de podcast préférée. Bisous, bisous, bisous. Bisous. Avec le premier film, Never Rarely, Sometime Always, que je prononce pas super bien, mais c'est pas grave. Ah oui. Comment? Non. Tu voulais un commentaire, Thierry, oui? Non, c'est plus rigolo en direct. C'est plus rigolo quand je te vois. Alors, Never Rarely, Sometimes Always. Ah oui. Il y avait un petit accent allemand là, c'était pas mal. Oui. Ah. C'est Elisa Hitman qui a fait le film. You ready? Putain, Craig s'est cassé. Now recording. Craig nous fera chier jusqu'au bout. Toujours. Craig il se casse dès qu'il a su qu'elle allait être le film. Ah non. Ah non, un film de gonzesse, ah non. Craig il veut pas. Craig s'est barré au milieu du truc, très bien. Ah là 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 là, ce Craig, non. Tu enregistreras quand même, de force, s'il le faut. Times Away.
On t'a perdu. Et c'est alors un film, déjà, je l'ai trouvé vraiment, vraiment bien. Ah bon? Vous m'entendez pas? Alors, Ici, là, ça va. Allô? quand t'as lancé le titre, on t'a perdu, mais quand t'as dit que c'est un film que tu trouvais vraiment bien, là, on a entendu. Ok. C'est pas une espèce de vieille blague pour dire on t'a pas entendu parce que... Non, c'est- Là, on m'entend? On t'entend. Là, on t'entend. Je sens que ça va être compliqué parce que je sens que ma connexion est pourrie et avec la neige, c'est un enfer. Oui, c'est un film que j'ai trouvé vraiment plutôt bien. Beaucoup moins Le mystère de la chambre noire, vraiment beaucoup, beaucoup moins. Alors, et- on va Comment juste. Là, cette fois-ci, c'est pas toi. Ta connexion va très bien, mais c'est Greg qui refait des siennes. Voilà. Ah, mais non. mais Comme ça, c'est bon, je pourrais enlever le fait que j'ai dit pantois, parce que quand Eleonore a dit pantois, j'ai vérifié, oui, en effet, c'est pas le bon mot. Mais non, c'est parce que c'est. Si, tu peux dire pantois, si, ça fonctionne. C'est juste que je l'ai. Now recording. Je l'ai dit plusieurs fois mercredi. Ah, d'accord. C'était le mot de fin de la critique de silence qu'elle a dû Ah. répéter une deuxième fois. Ça se trouve, je l'ai sorti juste par justement, tu sais, inconscience. Un mimétisme inconscient. C'était rigolo, c'était pas du tout contre toi. Non, mais du coup, j'ai vérifié, je fais, ah oui, il y a le souffle coupé par la surprise et l'émotion. Je fais, non, peut-être pas. Juste le souffle Ah coupé. oui, non, peut-être pas du tout. Non. J'avais le souffle, hein. Ah, il était là, le souffle. Craig est revenu. hein. Craig est revenu. Ouais. Alors, ça a coupé quand? Bon, Oui, bah. un peu au Je recommence début. au début. Un peu Ah, au moi, je début. recommence toujours. Oui, recommence, Début. c'est mieux. Ouais, Début. c'est plus simple. Alors, Oui. Un dernier mot. Oh, je pense qu'on est bon. Mais un dernier Oui, mot, non, peut-être. Ouais. non. Non, c'est bon. Ah bah non, on avait dit que le dernier mot c'était oui, bah non. Non, c'est non. Ok, Thierry. Non, c'est pas oui. On n'est pas sur le bon film là. On n'est pas sur le bon film, non. Bien, c'était une petite escapade. Thierry, lâche mon téléphone pour rentrer ton numéro, s'il te plaît. On n'est vraiment pas sur. C'est le moment où il faut sortir un sample Marwan. Ah là là, un sample Marwan. Un gros zizi. Voilà. Ah non, ça tu arrêtes tout de suite. Voilà. Ça s'engueule dans les Ah, sens. bien celui-là aussi. Bien. On a vu une sortie DVD. On a vu une sortie Cinétech. On va aller sur quelque chose d'un peu plus classique. On va aller chez Netflix. Voilà. Mais pas si classique que ça. Tiens. Ouais, c'est bon, rassurez-vous, on se tape pas un Originals. On sait jamais, il peut y en avoir des biens. Oui, bon, c'est juste que généralement on n'est pas spécialement tendre. Not all originals, Thierry. Oh, non. Originals or trash. Oh là là. Bon, bref, je pense que j'ai. Oh. Ah non, ça tu arrêtes tout de suite. C'est tellement réaliste que je vérifie la pastille de Léo pour voir si elle s'allume pas. non, c'était pas moi.